Donc, bonsoir à tous, je suis Louise Château, chargée de culture et communication à l'Alliance française de Rotterdam. Bienvenue à notre conférence sur la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui est organisée en ligne et qui est enregistrée. Depuis le 1er janvier 2022, la France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. Nous accueillons ce soir Pierre-Louis Gastinel. Bonsoir, merci d'être Bonsoir. là. Membre du réseau Team Europe de la Commission européenne et qui va nous aider à comprendre ces enjeux. La conférence va durer à peu près 1 heure et vous pourrez ensuite poser vos questions. Nous aurons une trentaine de minutes dédiées à cela. Sinon, durant la conférence, je vous invite également à écrire dans le chat si vous avez des commentaires ou des questions et on les reprendra à la fin, on pourra y répondre. Voilà, donc Monsieur Gastinel, je vous laisse la parole. Bonne conférence à tous. Merci. Je vais commencer par partager mon écran. Non, pas du tout. Voilà, très bien. Parfait. Bien. Eh bien, bonjour à tous et merci de votre invitation. J'avais déjà eu l'occasion l'année dernière de participer à une conférence en ligne de ce type avec l'Alliance française de Rotterdam. J'avais trouvé ça fort intéressant d'avoir des échanges avec des concitoyens européens qui sortent un peu de la sphère franco-française. Un mot de présentation du réseau Team Europe, des conférenciers Team Europe. C'est un réseau qui existe dans plusieurs pays. En France, on est une quarantaine. Ça n'existe pas dans tous les pays de l'Union européenne. À ma connaissance, aux Pays-Bas, il n'y a pas d'équipe de ce genre en place. Mais il y a dans une quinzaine de pays, il y a des réseaux de ce type qui sont des personnes que la Commission considère comme en mesure d'expliquer le fonctionnement de l'Union européenne, comment se prennent les décisions, quelles sont les principales politiques de cette Union, sans que nous soyons, je tiens à le préciser, des porte-parole de la Commission. Ce que je vais présenter ce soir, c'est ma perception des choses en étant un citoyen lambda. Je ne suis pas docteur en sciences politiques européennes, mais je suis un citoyen qui m'intéresse à ce qui se passe autour de nous, et en particulier au niveau de l'Union européenne. Un mot de présentation plus personnel pour vous dire d'où je viens. Je viens de la partie ouest de la France, d'une région qui s'appelle les Pays de la Loire, qui borde ce fleuve que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, notamment par ses châteaux. Et c'est un des derniers fleuves sauvages d'Europe. Et plus précisément, je suis sur la ville d'Angers, qui est depuis une soixantaine d'années jumelée. C'est pas un jumelage, c'est un triplage quasiment, avec deux autres villes, une des Pays-Bas, Haarlem, et une ville allemande d'Osnabrück. Donc, nous allons évoquer ce qu'est la présidence française de l'Union européenne et quelles en sont les priorités, les orientations. Et comme cette présidence, vous le savez, ne dure que 6 mois, eh bien on a entamé le 5e mois. Eh bien, il s'agira de regarder un peu qu'est-ce qui s'est fait en 4 mois, sachant que tout ne peut pas se faire, évidemment, en un clin d'œil. Avant d'aborder ce qu'est la présidence française de l'Union, je voudrais rappeler quelles sont les responsabilités de chacune des principales institutions. On peut parler de toutes les institutions, il y a aussi la Banque centrale, il y a aussi la Cour de justice, etc. Mais les 4 institutions qui interviennent dans le processus de prise de décision sont les suivantes. La première, c'est celle qui donne les grandes priorités. C'est le Conseil européen, c'est la réunion des 27 chefs d'État ou de gouvernement. C'est ce qu'on appelle les sommets européens. Quand il y a un sommet européen, ce sont ces 27 chefs d'État ou de gouvernement. C'est pour la France, Emmanuel Macron, c'est pour les Pays-Bas, Mark Rutte. Donc, c'est l'instance qui a un rôle d'orientation sans que ce soit à ce niveau-là que se prennent les décisions concrètement. La deuxième institution qui, elle, intervient dans les prises de décision,
c'est celle qui représente directement les citoyens, puisque c'est la seule qui est directement élue au suffrage universel. C'est le Parlement européen avec ses 705 députés. Le nombre de députés par pays étant proportionnel, en gros, pas tout à fait, mais proportionnel à la population, avec 79 députés français, avec 29 députés néerlandais, les plus petits pays ayant au minimum 6 députés, et le pays le plus peuplé, c'est-à-dire l'Allemagne, ayant au maximum dans les statuts 96 députés. La troisième institution qui intervient dans le processus de prise de décision, c'est la Commission européenne, donc composée de 27 commissaires. Chaque commissaire provenant d'un des 27 pays, mais n'étant pas un représentant de ce pays. Chaque commissaire, c'est un peu comme dans un gouvernement, puisqu'en fait c'est l'organe exécutif, c'est le pouvoir exécutif de l'Union. Chaque commissaire a en charge un dossier, un portefeuille, comme on dit, l'agriculture, l'industrie, le développement économique, etc. Et la quatrième institution qui intervient dans les prises de décision, c'est le Conseil de l'Union européenne. C'est cette instance que préside la France pour 6 mois, qui est composée de 27 ministres représentant les 27 gouvernements. Alors, quels ministres? En fait, quand c'est des questions générales, c'est les ministres des Affaires étrangères. Et quand c'est des questions plus spécifiques à l'agriculture, eh bien c'est des ministres de l'agriculture. Quand c'est l'industrie, c'est les ministres de l'industrie, etc. Alors, chacune de ces 4 institutions a évidemment un président. En fait, on ne va pas, puisqu'on est en distanciel, c'est moins facile faire de sondage direct, mais quand on fait un sondage dans la rue, en général, les présidentes de ces institutions ne sont pas très connus, en général beaucoup moins connus que les responsables nationaux. Les 3 présidents ou présidentes stables des 3 premières institutions, c'est pour le Conseil européen Charles Michel, qui a été élu par les 27 chefs d'État au gouvernement à l'automne 2019. Quand on a renouvelé le Parlement, on renouvelle aussi la Commission et la présidence du Conseil européen. Et donc, c'est actuellement Charles Michel qui a été Premier ministre en Belgique. Mais le principe est que la personne qui est choisie pour présider le Conseil européen n'a aucune responsabilité dans son pays pendant ce temps-là. Et donc, quand les 27 chefs d'État se réunissent, ils se réunissent sous la présidence de Charles Michel. Les 705 députés ont élu une présidente. En fait, le mandat à la présidence du Parlement dure 2 ans et demi. Donc, ça a été un Italien pendant la première partie, qui malheureusement d'ailleurs est décédé 15 jours avant la fin de son mandat. David Sassoli, et c'est aujourd'hui une Maltaise. Les députés ont élu une députée de Malte, Roberta Metsola. Et puis celle qui est peut-être la plus connue, c'est la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui est une Allemande. Et donc ces 3 institutions ont une présidence stable, enfin pendant 5 ans ou 2 ans et demi. Alors que la 4e institution, donc le Conseil de l'Union européenne, ou qu'on appelle aussi Conseil des ministres, qui est composé des ministres représentant les 27 gouvernements, c'est une présidence tournante qui dure 6 mois. Donc, je vous ai mis là la photo du ministre français des Affaires étrangères, qui donc préside ce conseil quand il s'agit de questions générales jusqu'au mois de juin. C'est Jean-Yves Le Drian, qui est un homme politique de Bretagne. Et puis, je vous ai mis aussi la photo du ministre néerlandais, Wopke Hoekstra, qui participe au Conseil de l'Union européenne à ce titre. Alors,
Ce schéma vous rappelle ou résume le processus de prise de décision. Hein, je vous ai dit, les chefs d'État, donc avec Macron ou Rutte, donnent les orientations, présidées par Charles Michel, donnent les grandes orientations. Et ces orientations, la Commission européenne s'en saisit. La Commission européenne, elle a deux rôles. Elle a le rôle de veiller au respect des traités, veiller au respect de la réglementation et de la législation européenne, et en particulier, elle a le rôle de proposer des budgets ou proposer des lois, des directives, des projets de... Mais c'est en aucun cas elle qui les décide. Donc c'est un rôle important, c'est ce qu'on appelle le droit d'initiative, en fonction des orientations données par les chefs d'État, en fonction aussi d'un certain nombre de consultations auxquelles elle procède en permanence. On parlera tout à l'heure de la conférence pour l'avenir de l'Europe, mais des consultations sur tel ou tel thème, à chaque fois qu'il y a une directive qui se prépare, la Commission européenne fait des consultations, souvent des consultations en ligne pendant quelques semaines, et en fonction de ces consultations, elle fait des propositions de directives ou de règlements. Et ces propositions, elle les met sur la table au Parlement et au Conseil des ministres de l'Union européenne. Et ce sont ces deux instances qu'on appelle les co-législateurs. Ce sont ces deux instances qui doivent décider, qui doivent in fine se mettre d'accord. Chacune de ces instances peut accepter, refuser les propositions ou surtout les amender, proposer des amendements. Et il y aura donc à chaque fois des allers-retours entre le Conseil de l'Union qui représente les 27 gouvernements et les 705 députés qui représentent les 450 citoyens. Alors ce dialogue qu'on appelle d'ailleurs souvent le trilogue, parce que la Commission naturellement fait partie aussi de la discussion pour amender le texte de proposition, ça peut durer des semaines, des mois, voire des années. Mais heureusement, dans certains cas, ça dure moins longtemps. Et s'il y a accord entre ces deux co-législateurs, eh bien la loi devient applicable dans l'ensemble des pays. S'ils ne se mettent pas d'accord, eh bien le projet de directive, le projet de règlement, il retourne dans un tiroir où la Commission peut y retravailler dans les mois ou les années qui suivent, mais à ce moment-là, c'est soit la réglementation précédente européenne, si elle existe, qui s'applique, soit chacune des réglementations nationales, si c'est un sujet sur lequel l'Union européenne, nous n'avons pas décidé encore en commun à 27 d'avoir une réglementation. Je vous ai mis là aussi les photos des deux commissaires qui sont issus de nos pays. Thierry Breton, qui est en charge du marché intérieur, du marché numérique, des investissements défense, industrie défense, etc. Et puis Frans Timmermans des Pays-Bas, qui est en charge du Green Deal, de la lutte contre le changement climatique. Donc voilà le processus décisionnel qui est important de rappeler pour comprendre dans quelle mesure la présidence du Conseil de l'Union sur un semestre peut avoir une influence sur l'évolution des affaires européennes. Alors, une précision sur la manière dont sont prises ces décisions dans chacune de ces deux instances au Parlement. Eh bien, il faut qu'il y ait une majorité de députés qui approuve un projet de directive ou qui approuve un amendement
pour que celui-ci soit retenu. Et comme le nombre de députés est en gros proportionnel à la population, c'est assez simple à organiser. Au niveau du Conseil des ministres de l'Union européenne, les décisions, alors sur certains sujets, les décisions doivent se prendre à l'unanimité. Ce n'est pas les moindres de sujets, c'est le budget, c'est la fiscalité, c'est les affaires étrangères. Mais on a vu, par exemple, sur les affaires étrangères, qu'on arrive, en cas de crise notamment, à avoir assez rapidement une unanimité. Mais sur la plupart des décisions, depuis notamment l'élargissement de 2004, depuis les derniers traités, on peu à peu abandonné la règle de l'unanimité, qui était complètement stérilisante, et les décisions se prennent à ce qu'on appelle la majorité qualifiée, qui est un système de double majorité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une majorité des pays, une majorité des États membres, il faut qu'il y ait au moins 55% des États membres, mais que ces États membres représentent au moins 65% de la population de l'Union européenne. Et ce système de double majorité, il a une justification intéressante, c'est que cela empêche les grands pays, si les 4 grands pays, Allemagne, France, Espagne et Italie, se réunissent, ils font plus des 2/3 de la population. Mais ils ne peuvent pas imposer leurs décisions aux petits pays parce qu'ils ne représentent que 4 pays et donc pas 55% des pays. Et à l'inverse, les plus petits pays, imaginons que les 15 plus petits pays, par exemple, se mettent d'accord, ou les 16 plus petits pays se mettent d'accord sur quelque chose, eh bien, ils ne peuvent pas non plus imposer leurs décisions à l'ensemble des autres, et notamment aux pays les plus peuplés, parce qu'ils ne représentent pas 65% de la population. Voilà. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet, qui est cette présidence du Conseil de l'Union européenne que la France assure pendant 6 mois. Ça ne dure que 6 mois, ce qui veut dire que ça ne revient que tous les 13 ans. La dernière fois que les Pays-Bas ont assuré cette présidence, c'était en 2016. Donc ça ne vient que tous les 13 ans, et présider le Conseil de l'Union européenne, ça ne veut pas dire être capable de décider pour le compte du Conseil, bien évidemment. Je souligne à travers ça aussi que il ne faudrait pas croire que Emmanuel Macron est le président de l'Union européenne. Le président du Conseil européen, c'est Charles Michel, et la France n'assure que la présidence du Conseil des ministres. Mais c'est quand même un rôle très important parce que le pays qui assure la présidence, c'est lui qui est maître de l'agenda des dossiers qui seront à l'ordre du jour des différentes réunions. Et donc, ce pays va mettre à l'ordre du jour les dossiers qu'il considère comme les plus importants pour lui politiquement, et également il ne mettra que les dossiers sur lesquels il pense qu'il est possible d'arriver à un accord, du moins à dégager une majorité. Ce n'est pas la peine de mettre trop souvent et trop rapidement à l'ordre du jour des dossiers sur lesquels on sait qu'il n'y aura ni consensus ni majorité. Le deuxième rôle aussi du pays qui assure la présidence, c'est que justement il est souvent amené à être négociateur des consensus. C'est-à-dire qu'en dehors des réunions plénières, le pays qui assure la présidence va avoir beaucoup de contacts en bilatéral avec tel ou tel pays pour voir dans quelle mesure, en apportant tel ou tel amendement, on pourrait aboutir à dégager une majorité. Et quand c'est un pays important comme l'Allemagne ou la France, évidemment, ce rôle de négociateur pour aboutir à un consensus est assez important.
Donc, le Conseil de l'Union, je vous disais, il a différentes compositions et je crois qu'il a une dizaine de configurations, de formes. Quand c'est les questions générales, c'est les 27 ministres des Affaires étrangères, mais il y a aussi le Conseil des ministres de l'Agriculture avec les 27 ministres de l'Agriculture, etc. Et la règle, c'est que c'est le ministre français qui préside ces réunions et qui donc tient l'agenda. Bien évidemment, 6 mois, c'est très court. Et donc, en fait, quand un pays assure la présidence, il travaille aussi en étroite collaboration avec les 2 pays qui vont lui succéder. Et dans notre cas, c'est la République tchèque à partir du 1er juillet et le Royaume de Suède à partir du 1er janvier 2023. Alors, quelles sont les priorités qu'a annoncé le gouvernement français? C'est un discours d'Emmanuel Macron en décembre 2021, à la veille de la présidence française. Il a annoncé un certain nombre de priorités qui naturellement s'inscrivent dans les orientations stratégiques proposées par Ursula von der Leyen lors de sa prise de fonction, c'est-à-dire à l'automne 2019, orientations qui ont été approuvées par une majorité des députés au Parlement et qui ont été approuvées à l'époque par le Conseil des ministres de l'Union européenne. Ces priorités stratégiques, ces orientations stratégiques qui sont celles qui guident l'ensemble des politiques de l'Union européenne pendant 5 ans, a priori, en sachant qu'on le vit assez régulièrement, et notamment ces mois-ci, il y a toujours des événements qui n'étaient pas prévus à l'époque. Donc ces orientations, elles sont au nombre de 6. La première, c'est la plus importante parce qu'elle est transverse à toutes les politiques. C'est le pacte vert, la transition énergétique, transition écologique. La deuxième priorité, c'est la transition numérique. La troisième priorité, c'est que ces 2 transitions, la transition écologique et la transition numérique, se fassent au service des personnes et laissent le moins possible une partie de la population sur le bord de la route. La 6e priorité, c'est de renforcer la place de l'Europe sur la scène internationale. La 5e, c'est la défense des valeurs de l'Union telles qu'elles sont inscrites dans notre traité, telles que les 27 pays se sont engagés en signant le traité et telles qu'elles sont détaillées dans la Charte des droits fondamentaux, et en particulier la défense de l'état de droit. Et la 6e priorité que proposait Ursula von der Leyen, c'était de donner un nouvel élan à la démocratie européenne et essayer de réduire cette distance que tout le monde souligne d'année en année, une distance beaucoup trop importante entre les décisions au niveau de l'Union européenne et les citoyens. On reviendra sur la conférence pour l'avenir de l'Europe qui est d'un des moyens les plus marquants qui a été mis en œuvre dans cette stratégie. Alors, les priorités françaises, elles découlent, enfin, elles doivent trouver leur place dans ces orientations stratégiques. Et en décembre 2021, elles ont été présentées par Emmanuel Macron sous 3 axes. La souveraineté de l'Europe, la définition d'un nouveau modèle de croissance et la dimension sociale et citoyenne de cette Europe. On va redétailler ces 3 axes. La souveraineté, en gros, là, ce que disait Macron le 9 décembre 2021, il disait « Nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde
pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et de façon plus appliquée, il donnait comme orientation un meilleur contrôle des frontières internes et externes, avec une réforme de l'espace Schengen, avec l'idée qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un conseil des ministres dédié à ça, pour les pays qui sont dans l'espace Schengen, de gérer cet espace, de prévoir un mécanisme de soutien d'urgence aux frontières en cas de crise. Ce mécanisme, je crois qu'il a été plus ou moins inventé par la force des choses depuis le 24 février. Dans cet axe-là, il y a aussi la révision, enfin, le travail à faire sur le pacte migratoire européen. La politique migratoire, je crois qu'il n'est pas faux de dire que l'Union européenne manque d'une réelle politique migratoire partagée. Il y a quelques axes communs, il y a quelques règles communes du genre la règle du protocole de Dublin, mais la Commission européenne a mis sur la table un certain nombre de propositions pour que nos 27 pays aient une politique migratoire qui soit la plus cohérente possible d'un pays à l'autre, qui soit respectueuse des valeurs de notre Union, qui soit respectueuse des engagements internationaux qu'on peut prendre par rapport notamment au droit d'asile. Et donc, cette proposition de pacte migratoire est depuis déjà plusieurs mois en discussion tant au Parlement qu'au Conseil des ministres. Sur l'axe de souveraineté, la présidence française proposait dès le début d'approfondir l'Europe de la défense. C'est un sujet qui quasiment n'existait pas et qui a commencé à émerger depuis 2 ans à peu près, avec la création d'un fonds qui mettre un peu d'argent dans l'industrie de la défense et surtout d'adopter une boussole stratégique commune, c'est-à-dire une analyse partagée de notre environnement. Et le troisième axe sur la souveraineté, c'était se préoccuper de la stabilité et de la sécurité de notre voisinage. Et dans notre voisinage, on citait en décembre dernier l'Afrique, avec un sommet Union européenne-Union africaine qui s'est tenu en février dernier, et les Balkans occidentaux avec un sommet qui est prévu au mois de juin. On ne parlait pas spécifiquement de l'Ukraine. Alors, il y a eu un sommet des chefs d'État qui s'est tenu au mois de mars à Versailles, qui devait normalement travailler surtout sur la définition d'un nouveau modèle économique et d'un nouveau modèle de croissance, et qui évidemment a été essentiellement consacré à la crise ukrainienne. Donc, par rapport à ces orientations sur la souveraineté européenne, cet axe a été évidemment directement impacté par la crise ukrainienne, avec une accélération des décisions et une unanimité relativement inattendue sur plusieurs sujets qui peut-être n'auraient pas débouché. Et le premier sujet, c'est cette définition de la boussole stratégique. La boussole stratégique, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler aussi un livre blanc de l'Europe de la défense pour les 10 prochaines années, qui donne les orientations de l'Europe de la défense pour les 10 dernières années, pour les 10 prochaines années, avec une analyse partagée des risques et des menaces de notre environnement, avec des orientations partagées pour faire face à ces risques, et avec des actions à entreprendre, des actions concrètes, avec des jalons de suivi, des méthodes pour voir l'avancement de ces projets
année par année dans 4 domaines. Le domaine de l'action, proprement dit, avec une capacité éventuellement d'intervenir. Le domaine de la résilience, d'assurer la sécurité. Le domaine de l'investissement dans l'industrie de la défense, avoir des projets d'investissement en commun que chacun des pays ne peut pas forcément assurer seul. Et puis le domaine du travail en partenariat avec un objectif d'avoir, ne serait-ce que sur le plan du matériel, une cohérence bien plus forte des matériels. Et donc cette boussole stratégique a été adoptée au mois de mars dernier à l'unanimité. Donc on est arrivé à une analyse partagée des risques. Alors le travail de rédaction de ce livre blanc, il avait démarré il y a déjà 1 an ou 1 an et demi, mais bien évidemment ce qui arrive là depuis le début de l'année a poussé l'ensemble des 27 pays à arriver à un accord définitif et unanime. Sur ce sujet, et notamment par rapport à la politique d'asile et à la gestion des frontières en cas de crise, eh bien, on a eu au mois de tout début mars l'application d'un dispositif qui était prévu depuis 2001 dans une directive de 2001, mais qui n'avait jamais été appliqué, et en particulier qui n'avait pas été appliqué lors de la crise migratoire de 2015, en provenance essentiellement de Syrie, voire d'Irak ou d'Afghanistan. C'est le dispositif de statut de protection temporaire. Le statut de protection temporaire est accordé, donc là en l'occurrence, à tous les Ukrainiens qui fuient leur pays pour raison de guerre. Ce statut, donc, il est attribué selon les mêmes critères dans tous les pays, de façon très rapide, et non pas après des mois et des mois d'instruction de dossiers de demande d'asile, comme c'est le cas pour tous les autres demandeurs d'asile depuis plusieurs années, et un statut de demandeur d'asile qui, en plus, dans beaucoup de pays, empêche les demandeurs d'asile de travailler. Les délais ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, hein, mais France, en tout cas, pendant plusieurs mois, je crois que c'est au moins 6 mois, voire plus, un demandeur d'asile ne peut pas travailler. Un demandeur d'asile ne peut pas mettre ses enfants à l'école. Et là, avec le statut de protection temporaire, ces obstacles sont levés très rapidement. Troisième élément sur ce registre qui est parvenu depuis le début de l'année, c'est le financement par l'Union européenne d'envoi d'armes en Ukraine. Alors, tous les pays n'ont pas envoyé des armes, mais certains en ont envoyé, et une partie de ces envois d'armes en soutien à l'Ukraine est financée par l'Union européenne. Ça aussi, ça a été accepté par l'ensemble des 27 pays. Ce sont des éléments qui ont été naturellement boostés des avancées de consensus qui étaient peu probables il y a quelques mois. Alors sur les 2 autres éléments que citait la présidence française à son début, de dire il faut qu'on avance sur un nouveau partenariat avec l'Afrique, il y a eu effectivement ce sommet en février dernier, avant l'invasion de l'Ukraine. À ma connaissance, il y a eu très très peu de résultats, probablement occultés par la crise Ukraine-Russie et impactés par le poids assez important que la Russie essaye de prendre de plus en plus, et prend dans certains pays d'Afrique. Concernant les pays des Balkans occidentaux, il y a un sommet qui est prévu en juin. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine pousse certains, en particulier la présidence française, à dire qu'il serait temps de donner
des jalons un peu précis à ces pays-là. Sinon, ils vont finir par s'isoler définitivement de l'Union européenne et à être en définitive une espèce de bombe à retardement au sein de l'Union européenne, parce que quand vous regardez une carte, vous voyez bien que ces pays sont complètement enclavés, et donc que ce soit pour des raisons historiques, économiques et politiques, leur destinée est de rentrer dans l'Union, mais c'est vrai que c'est pas facile non plus à décider pour différentes raisons, ne serait-ce que parce que, par exemple, la Serbie ne reconnaît pas le Monténégro. Donc, il n'est pas question de faire rentrer des pays qui ne se reconnaissent pas dans notre Union. Deuxième axe, celui de définir un nouveau modèle de croissance. Ce nouveau modèle de croissance, il doit se baser sur les deux orientations premières de l'Union européenne depuis 2019, c'est-à-dire le pacte vert et la transition numérique. Le pacte vert avec l'objectif de neutralité carbone en 2050. Sur cette base-là, et pour atteindre cet objectif, la Commission a fait une douzaine de propositions dans différents domaines. Et la présidence française a annoncé qu'elle voulait pousser à ce que ces propositions soient le plus rapidement possible discutées, amendées et des décisions soient prises. Il y a deux domaines. Il y a celui de l'ajustement carbone aux frontières, sur lequel je reviendrai, et puis celui d'imposer des clauses miroirs dans les accords commerciaux, c'est-à-dire que les contraintes qu'on applique chez nous s'appliquent aussi aux pays, aux entreprises qui veulent exporter vers chez nous. Et puis dans le domaine de la transition numérique, c'est notamment d'arriver à un véritable marché unique du numérique dans un cadre réglementaire qui soit sécurisé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année? Ce fameux ajustement carbone aux frontières a été adopté le 15 mars. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ajustement carbone aux frontières? Ça part de la constatation que 20% des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être imputées à l'Union européenne proviennent en fait d'émissions qui ont été produites dans des pays extérieurs dont on importe les produits. Avec ce qui est en partie le résultat, qui peut être le résultat d'une pression de plus en plus forte que nous sommes donnés sur nos entreprises, voire sur nos consommateurs, pour dire il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc les entreprises adaptent leur processus, font des investissements, et puis, mais dans certains cas se disent la meilleure façon de rentrer dans mon quota de carbone que j'ai le droit d'émettre, eh bien, c'est de délocaliser une partie de ma production et de faire émettre le carbone à l'extérieur. Et donc ça c'est évidemment extrêmement néfaste pour la planète, c'est extrêmement néfaste pour je dirais la concurrence loyale entre les différentes entreprises et les différents pays. Et donc l'idée, c'est de dire les produits que nous importons, s'ils ont émis une quantité de carbone, de gaz à effet de serre supérieure à ce que nos propres entreprises émettent pour le même type de produit, eh bien, il faut qu'il y ait une taxation, une compensation qui rééquilibre le différentiel de compétitivité, le différentiel de concurrence. Alors ça a deux avantages, ce système. C'est d'une part que ça rétablit effectivement une distorsion de concurrence, ça compense une distorsion de concurrence, et d'autre part, ça incite les pays étrangers ou les entreprises étrangères dans les autres parties de la planète à s'aligner sur nos ambitions en termes de lutte contre le changement climatique. Et donc,
ça a été adopté. Bon, il va y avoir évidemment des délais d'application. Et dans un premier temps, tous les secteurs économiques ne sont pas concernés. Ce qui est concerné, ce sont les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre et de CO2. C'est la production de fer et d'acier, c'est l'aluminium, c'est la production de ciment, les engrais et l'électricité. Et beaucoup regrettent que la production, les produits agricoles et alimentaires ne soient pas dans ce premier cercle. Il est prévu normalement que ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières s'élargisse à d'autres domaines dans les mois à venir. Toujours dans le domaine de ce nouveau modèle de croissance, il y a deux décisions importantes que la présidence française voulait absolument faire adopter au cours de sa présidence, parce que ça nous paraissait important, mais également parce que il sentait que c'était relativement mûr. C'est ce qu'on appelle le Digital Market Act et le Digital Service Act. Ce sont deux règlements, et non pas des directives. Donc un règlement, une fois qu'il est adopté, il s'impose et il s'applique immédiatement dans les termes où il a été adopté, alors qu'une directive, je vous le rappelle, a en général un délai. Chaque pays a un délai pour l'intégrer dans son droit national et de le transcrire dans son droit national, et ce n'est pas toujours transcrit exactement dans les mêmes termes. Et là, il s'agit de deux règlements qui visent les grandes entreprises du monde numérique, notamment les GAFAM, mais pas uniquement, mais toutes les entreprises d'une certaine taille, sur deux registres. Le premier, c'est sur le registre du marché. On reproche bien souvent à ces grandes entreprises type Google, Apple, Facebook, etc., d'étouffer toute concurrence. Ils ont peu à peu racheté d'ailleurs tous les petits concurrents et d'empêcher l'émergence de nouveaux concurrents. Et donc, ce règlement interdit les pratiques déloyales de verrouillage qui empêchent l'émergence de concurrents. Et je voyais récemment, ça date du 2 mai, donc, du début de la semaine. C'est en application de ce règlement. C'est une notification à Apple d'un certain nombre de griefs. Alors, c'est le premier stade avant plus de poursuites et voire des condamnations. Mais Apple a développé une application de paiement à partir de son smartphone qui s'appelle Apple Pay. Mais Apple a aussi complètement verrouillé l'architecture de ses smartphones, des iPhones, qui fait que aucun autre logiciel de paiement à partir d'un smartphone ne peut être chargé sur un iPhone. Et ça, c'est considéré comme effectivement une concurrence déloyale. C'est tout le principe des traitements préférentiels qu'un Google fera. Un moteur de recherche va toujours vous proposer, bien souvent vous proposer comme solution des produits proposés par les filiales de ces grandes entreprises. Et c'est ça qui est condamnable. Et donc ce règlement prévoit des amendes considérables, parce que si on va jusqu'au bout de la procédure, ça peut aller jusqu'à 10 à 20% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Donc ça, c'est sur la moralisation, la réglementation, l'encadrement du marché du numérique. Le deuxième règlement, c'est un encadrement des services offerts par ces
ces grands géants du numérique, et en particulier leur faire assumer leurs responsabilités sur ce qui circule aussi dans leurs tuyaux. Ils ne peuvent pas se laver les mains de ce qui circule dans leurs tuyaux, et c'est notamment une obligation pour que ces entreprises interviennent très rapidement lorsque des contenus illicites circulent dans leurs tuyaux, que ce soit des appels à la haine, des appels à la violence, des contenus pédopornographiques, etc. Et donc, c'est le cyberharcèlement aussi. Et donc, ce règlement condamne, peut aboutir à la condamnation de ces entreprises. Ce règlement prévoit aussi que toutes ces entreprises seront auditées une fois par an pour voir si leurs algorithmes permettent effectivement de détecter et d'intervenir le plus rapidement possible. Je ne rentre pas dans le détail parce que d'abord, j'en ai pas une connaissance approfondie, mais bon, bien naturellement, entre une réglementation comme ça et sa mise en œuvre, c'est pas complètement simple, et on ne peut pas non plus ignorer les voix qui s'élèvent aussi là-dessus en disant oui, mais nous donnons un pouvoir de censure à des entreprises privées. On pourra en discuter si vous le souhaitez après. Et je termine par le troisième axe qui est l'axe social ou citoyen, avec d'une part, c'est sans doute le gros point si l'essai peut être transformé, c'est la conférence pour l'avenir de l'Europe. C'est une consultation dont vous avez, j'espère, entendu parler, mais ce n'est pas sûr. Elle a duré quand même un an, hein, elle a été lancée au mois de mai dernier, pour interroger les citoyens sous différentes formes. Hein. Donc, il y a eu des contributions individuelles, des contributions d'associations, des panels de citoyens par pays, par des panels internationaux, pour demander aux citoyens qu'est-ce que vous voulez comme Union européenne dans les 10 ans à venir. Et notamment, il y avait une dizaine de champs qui ont été débattus. Et puis, donc, j'y reviendrai puisque là, on arrive au bout de cette conférence pour le futur de l'Europe et dont les propositions doivent être présentées la semaine prochaine, le 9 mai, lundi prochain à Strasbourg. Les 10 sujets qui étaient mis sur la table pour le débat, c'était le changement climatique et l'environnement, la santé, l'économie, la justice sociale et l'emploi, la place de l'Union dans le monde, les valeurs, l'état de droit, la transition numérique, la démocratie européenne, l'immigration et le secteur éducation, culture, jeunesse. C'est sur tous ces sujets que des milliers de propositions ont été faites par des milliers de citoyens ou groupes de citoyens et par un mécanisme de synthèse, de débat dans des panels intermédiaires. On en a sorti 49 propositions que je ne connais pas, en tout cas, je ne pense pas qu'elles soient encore bien publiées. Et puis l'autre axe proposé par la présidence française, c'est aussi une vigilance particulière sur la défense des valeurs et de l'état de droit. Sur ce deuxième sujet, ce qu'on peut noter, c'est une proposition faite de créer un fonds de soutien au journalisme indépendant et d'investigation. Là aussi, la crise ukrainienne a été un accélérateur. À ma connaissance, cette proposition n'est pas encore adoptée, hein, mais
Elle pourrait permettre de soutenir des organes de presse qui, ne pouvant plus fonctionner en Russie, se sont exilés et essayent de continuer à faire leur travail d'investigation depuis notamment des pays de l'Union européenne. Deux autres sujets qui étaient mis en avant par la présidence française, c'est le projet de directive sur le salaire minimum, sur les salaires minima décents, et puis un certain nombre de propositions aussi sur la jeunesse. Alors sur les salaires minimums, vous savez comme moi les écarts importants qui peuvent exister d'un pays à l'autre pour le salaire minimum. Il est évidemment hors de question d'avoir un salaire minimum qui soit le même dans tous les pays parce que le coût de la vie n'est pas le même. Mais la base de la directive qui est en discussion, qui n'est pas encore adoptée, c'est une mise en application du 6e principe du socle européen des droits sociaux. En 2017, les pays de l'Union ont adopté ce socle européen des droits sociaux qui dit dans son principe numéro 6, les travailleurs ont droit à un salaire équitable leur assurant un niveau de vie décent et des salaires minimums appropriés doivent être garantis permettant de satisfaire aux besoins des travailleurs et de sa famille compte tenu des conditions économiques et sociales. Alors tous les pays n'ont pas de salaire minimum légal fixé par la loi. Il y a 21 pays qui en ont. Vous voyez selon la couleur, le plus bas c'est en Bulgarie où le salaire minimum est en dessous de 400 € par mois. Le plus élevé c'est le Luxembourg avec plus de 2000 €. Et les pays qui n'ont pas de salaire minimum légal, en fait, laissent les branches professionnelles définir, dans le cadre du dialogue entre les partenaires sociaux, ces salaires minimums. Et ce ne sont pas les pays où les salaires sont les plus bas, loin de là. Alors, l'écart, il est de 1 à 7 entre la Bulgarie en salaire brut et le Luxembourg. Quand on tient compte du pouvoir d'achat, il est de 1 à 3, mais c'est quand même déjà important. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est que ces salaires minimums, et d'une manière générale les bas salaires, depuis au moins une dizaine d'années, progressent moins vite que les salaires moyens. Et donc, la pauvreté au travail s'accroît. Donc, dans la proposition de directive, il n'est pas question d'imposer que tous les pays aient un salaire minimum légal. Hein, si les pays restent sur les négociations collectives, c'est plutôt considéré d'ailleurs comme une bonne chose, hein, ça se passe en général assez bien. Mais ce qui est demandé, c'est que ces salaires minimums soient raisonnés en fonction de critères clairs, stables et qui permettent d'avoir un caractère adéquat à ces salaires minimums, et en particulier qu'ils soient revus en fonction de l'évolution de l'inflation, du pouvoir d'achat, et que ces critères soient clairement définis et partagés avec les partenaires sociaux. Dans le domaine de la jeunesse, la présidence française a fait plusieurs propositions, la plus importante étant de proposer un service civique européen. Alors, vous connaissez peut-être le Corps européen de solidarité, qui sont des missions de bénévolat qui marchent pas mal, hein, et dans lesquelles s'engagent un certain nombre de jeunes Européens. Mais là, il s'agirait d'avoir quelque chose de beaucoup plus large et qui s'articulerait avec le service civique national qui existe dans certains pays, qui existe en France. D'autres pays ne l'ont pas, mais ça permettrait par exemple qu'un jeune puisse faire 6 mois de service civique national chez lui et 6 mois dans un autre pays européen. La France propose aussi, et c'est d'ailleurs des choses que le ministre de l'Éducation nationale a commencé à mettre en place au niveau national,
ensuite voir si la discussion permettra de l'adopter sur un plan plus large au niveau de l'Union, c'est de proposer que tout établissement scolaire ait un partenariat européen, que tout enseignant ait un stage en immersion dans un pays d'Europe, et que dans tous les parcours de formation des enseignants, il y a un module Europe. Donc, à ma connaissance, sur ce sujet-là, il n'y a pas eu encore de décision forte. Voilà, j'ai fait le tour des priorités de la présidence française et puis d'essayer de faire un point d'avancée. À titre de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, j'ai repris les priorités qui étaient annoncées par Mark Rutte, puisqu'il était déjà en place, pour la présidence néerlandaise en 2016. 2016, je vous rappelle, on était en plein dans la crise migratoire. Les 4 priorités qu'il proposait, c'était de développer l'innovation, donc avec un renforcement des budgets sur les projets de recherche, etc. De simplifier l'administration européenne, considérant qu'elle était trop lourde. Alors, dans les processus, je ne sais pas si ça voulait dire aussi dans le nombre de fonctionnaires, de reconstruire le lien entre les citoyens et les institutions, et de mieux contrôler l'afflux des migrants, et c'est notamment pendant cette période qu'un accord a été signé avec la Turquie pour inciter la Turquie à retenir les candidats à la migration sur son sol, en contrepartie de financement venant de l'Union européenne. Et vous savez que cette disposition, en termes de nombre de migrants, elle a été sans doute très très efficace, nombre de migrants arrivant sur le territoire de l'Union. Elle a été efficace, par contre elle a été largement critiquée par pas mal de personnes, que ce soit dans le monde politique ou dans le monde des ONG, en disant c'est une manière pas très propre de se laver les mains, en disant c'est au pays de transit de s'en occuper. Et puis elle a été aussi utilisée par le pouvoir turc comme menace vis-à-vis de l'Union européenne. Sur le point précédent, la reconstruction du lien entre citoyens et institutions, je vous rappelle que le premier semestre 2016 a été quand même effectivement celui où on a vu, en tout cas les citoyens britanniques, marquer leur défiance vis-à-vis des institutions européennes et voter pour le Brexit. Même si les raisons étaient quand même plutôt une manipulation de politique interne au Royaume-Uni, de mon point de vue. Je terminerai en disant effectivement que cette présidence tournante, c'est très court, 6 mois, c'est toujours marqué par des événements inattendus. C'était le Brexit, aujourd'hui c'est la guerre en Ukraine. Certains objectifs perdurent, et en particulier cette question du lien entre l'Union et le citoyen. Espérons que la conférence pour l'avenir permette de faire un pas en avant, mais qu'il y a d'autres priorités qui n'existaient pas en 2016 et qui existent aujourd'hui. Cette urgence de se définir une boussole stratégique, de développer l'Europe de la défense et l'Europe de la santé aussi, c'est des choses qui n'étaient pas dans les priorités de 2016 pour des raisons que l'on comprend. La crise climatique, elle est dans les priorités de 2022. Je pense qu'elle aurait pu aussi l'être dans les priorités de 2016, voire avant. Il n'est peut-être pas encore trop tard, mais on prend beaucoup de retard là-dessus. Et je terminerai en disant que la conférence pour l'avenir de l'Europe, c'est quand même l'étape suivante. Espérons qu'elle soit pas complètement, que les 49 propositions qui en sortiront ne soient pas complètement occultées
par des événements extérieurs tels que la crise ukrainienne, mais parce que ça pourrait aller, plusieurs l'ont dit, dont le président Macron, ça pourrait aller vers aussi une redéfinition des traités, mais sur la base de quelque chose qui est demandé par les citoyens. Voilà, j'en ai terminé. Je reste à votre disposition pour des échanges, des questions, et en particulier, si j'imagine que une grande partie du public est néerlandais ou réside aux Pays-Bas, et je serais tout à fait intéressé pour que vous me disiez si les priorités qui ont été avancées par la présidence française, est-ce que ça aurait été les mêmes si c'était les Pays-Bas qui étaient à la présidence cette année, ou comment la hiérarchie des priorités peut être perçue d'un pays à l'autre. Merci. Et puis on va peut-être abandonner le partage d'écran. Voilà, on est revenu en visio partagée. Oui. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Il y avait déjà une réaction de Cédric dans le chat, et puis ensuite, donc je vais laisser Cédric parler par rapport à ça. Et ensuite, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à lever la main, comme ça on vous donnera la parole. Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très, très complet, j'ai appris beaucoup de choses. Et pourtant, je baigne dans le bain européen parce que je suis candidat pour le Parti européen Volt au sein de la 4e circonscription des Français de l'étranger. Donc c'est un sujet qui est pour nous chez Volt extrêmement important. Et donc moi, ma question c'était, en fait j'en ai eu plein par la suite, hein, mais ma première question dans le chat pour commencer en tout cas, c'était est-ce que vous n'auriez pas dû mettre intérêt des États membres également dans le Conseil européen? Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre des pouvoirs au sein de l'Union européenne et que les États membres ont beaucoup plus de poids que les citoyens, ce qui explique aussi peut-être le fait que l'Union européenne soit un peu lointaine. Donc, je voulais déjà que vous puissiez réagir là-dessus. Je crois que vous avez en grande partie raison. Il y a un écart entre le schéma institutionnel que je vous ai présenté, en disant les chefs d'État, ils donnent les orientations, et puis ensuite, les décisions, elles s'articulent entre le droit d'initiative de la Commission et puis les deux co-législateurs. Et effectivement, les sommets européens sont depuis plusieurs années de plus en plus fréquents, et c'est-à-dire que bien souvent, effectivement, les choses sont décidées au niveau des chefs d'État. Bon, il le serait au niveau du Conseil des ministres de la même manière, mais normalement, le Conseil européen composé des chefs d'État ne devrait intervenir qu'en cas de blocage absolu au niveau du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, normalement, c'est l'instance qui devrait prendre les décisions avec cette procédure de majorité qualifiée. Alors, en sachant que quand on est sur des sujets aussi importants que les affaires étrangères, il faut l'unanimité, et je pense que les affaires étrangères, effectivement, relèvent des chefs d'État, même dans le traité. Mais, alors, sur le point insuffisant des citoyens, je ne le conteste pas parce que c'est une vraie perception. Par contre, je le tempère par deux choses. D'une part, le poids du Parlement s'est accru d'année en année depuis une bonne dizaine d'années. Enfin, le traité de Lisbonne donne plus de poids et les députés qui ont des débats qui sont souvent très vifs, hein, mais ils arrivent à des majorités, à des consensus de majorité qui sont souvent beaucoup plus ambitieux que les consensus qui sortent du Conseil des ministres, via les gouvernements. Et la deuxième chose, c'est
que, et là on est tous responsables, il y a une sous-utilisation de toutes les consultations qui peuvent exister. La grande consultation de la conférence pour le futur de l'Europe, c'est une chose, mais je disais, à chaque fois qu'il y a une directive, il y a des consultations, mais elles ne sont pas connues, les gens ne s'en saisissent pas. Il y a quelque chose qui est relativement nouveau, qui a été créé par le traité de Lisbonne, ce sont les initiatives citoyennes européennes. C'est-à-dire, c'est le principe selon lequel c'est une exception au droit d'initiative où il n'y aurait que la Commission qui pourrait faire des propositions. Et bien là, si 1 million de citoyens, si un groupe de citoyens recueille 1 million de signatures pour dire tel sujet doit être mis sur la table et en débat pour avoir une nouvelle réglementation ou des nouveaux moyens, ça oblige la Commission à mettre ça en débat. Enfin, bon. Et ce mécanisme, il a eu beaucoup de mal à démarrer. Il y a eu des choses, mais dans les premières années, on a eu là, je crois que la première décision, ça a été de faire reconnaître que l'accès à l'eau potable était un droit humain de base comme l'accès à l'air, qui fait qu'aujourd'hui, dans les 27 pays, on n'a pas le droit de couper l'approvisionnement en eau potable. Mais moi, je constate depuis 2-3 ans, le nombre d'initiatives mises en ligne s'accélère. Le nombre d'initiatives qui dépassent 1 million de signatures, ça croît aussi. Il y en a 1 ou 2 par an. Donc, mais je crois que là, c'est aussi un problème de sensibilisation du plus grand nombre possible de citoyens. Courte réaction, mais pour avoir tenté aussi de lancer des initiatives citoyennes européennes, c'est quand même extrêmement compliqué. Et vous dites 1 ou 2 par an, ça s'est peut-être un peu accéléré récemment, effectivement, parce que quand je regardais ça il y a 2 ans, je crois qu'il y avait eu 3 initiatives qui étaient arrivées jusqu'au Parlement, donc c'est quand même pas évident. Et puis sur la conférence le futur de l'Europe, j'ai peur que les États membres n'aient pas communiqué aussi là-dessus, et que c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas atteint le citoyen, parce que vraiment il n'y a pas beaucoup de gens en dehors de notre bulle qui sont au courant, j'en ai peur. Je repose la question, est-ce que sur ces 3 axes, la souveraineté avec ses composantes, défense, frontières, gestion des migrations, etc. Donc, premier axe. Deuxième axe, le social deuxième axe, le nouveau modèle économique, avec transition énergétique, transition numérique. Et puis le troisième axe, le social. Comment ces 3 axes sont perçus aux Pays-Bas? Quel est celui qui d'après ce que vous ressentez, c'est pas forcément votre sentiment personnel, plutôt ce que vous ressentez dans votre environnement. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Bon, moi j'ai déjà réagi, alors. Mais juste si personne d'autre, allez-y. Sur le vocabulaire, je pense que la notion de souveraineté, telle qu'elle est portée par la France, c'est assez différent de la perception néerlandaise, qui est peut-être moins centrée sur la souveraineté, la défense, le fait de peser. Voilà, c'est une autre face, c'est plus soft power, je pense, du côté des Pays-Bas. Mais oui. Je peux bien laisser réagir les Hollandais. Oui, Bram, allez-y. Oui, bonsoir. Je m'appelle Bram Kamp et merci pour votre exposé. Je suis désolé que j'ai manqué le début de votre présentation, mais le principe d'une présidence d'un pays de l'Union européenne, est-ce que ce principe n'est pas un peu démodé pour l'avenir, pour avancer dans une nouvelle ère? Ouais.
vous n'êtes pas le premier à souligner ça, et ça pourrait tout à fait effectivement faire partie des changements de règles du jeu qui seraient issus de la conférence pour le futur de l'Europe, parce qu'il y a cette rotation très rapide qui fait que chaque pays veut veut laisser sa marque. Bon, c'est bien évident qu'en 6 mois, on ne laisse pas vraiment sa marque. Et ça a été déjà un progrès de dire le Conseil européen se choisit un président stable pour 5 ans. Mais je ne sais pas si aux Pays-Bas, Charles Michel fait la une des journaux tous les jours, mais il faut reconnaître que dans le public français, Charles Michel n'est pas très connu. Mais bon, et par contre, la présidente de la commission est quand même bien connue et reconnue. Et plus, moi, je sens une évolution depuis 7-8 ans, c'est assez différent. Et cette semaine, on avait aussi dans le Parlement européen une nouveauté, le principe de voter pour des listes supranationales. Et ça peut être aussi un premier pas ou une vraie union. Et ça, moi, je crains que, aujourd'hui, tel que je sens le milieu politique français, je ne le sens pas forcément mûr pour ça. Enfin, il y aurait certainement des levées de boucliers là-dessus. Mais vous évoquez, donc il y a eu un débat, ça je l'ai pas saisi, il y a eu un débat cette semaine au Parlement européen sur cette question? Oui. Mais... Peut-être Cédric, tu peux l'expliquer ou... Non, mais je pense que tu as bien expliqué. Mais non, mais il y a eu un vote sur une nouvelle loi électorale. Je n'ai pas forcément tous les détails, mais il y a notamment le principe de pouvoir voter pour des listes transnationales aux prochaines élections. Donc ça, c'est vraiment un changement de règles du jeu dans la démocratie européenne. Et c'est un passage qui me semble nécessaire. Ouais. Et donc, et c'est un vote à l'initiative du Parlement, pas un rapport d'initiative, c'est-à-dire les parlementaires, ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas que la majorité des parlementaires puissent aller là-dedans, ou est-ce que c'est une proposition de la Commission je crois que ça vient du Parlement. Je crois que ça vient du Parlement et que là, ils partent négocier avec les États. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, l'autre changement serait aussi que le Parlement puisse faire des propositions, et pas simplement ce qu'on appelle les rapports d'initiative, mais puisse, au même titre que la Commission, avoir un droit d'initiative. Ce qui existe en France, en tout cas, les parlementaires peuvent faire des propositions de loi. En Europe, au niveau de l'Union européenne, ils ne peuvent pas. Et juste pour expliquer un peu, le rapport d'initiative, c'est pas, donc ils n'ont pas le droit d'initiative, mais ils peuvent proposer à la Commission de prendre une initiative, voilà. C'est ça? Voilà, ça fait partie. Donc ça fait partie effectivement des sources pour la Commission. Je vous disais, elle écoute les priorités des chefs d'État, elle écoute aussi des consultations, mais elle écoute aussi les rapports d'initiative du Parlement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont proposées par les parlementaires qui paraîtraient intéressantes pour avoir des avancées dans la construction européenne, mais qui restent lettre morte parce que la Commission ne s'en saisit pas, elle n'a aucune obligation de s'en saisir, et peut-être d'ailleurs que si elle ne s'en saisit pas, c'est qu'elle sait qu'arriver au Conseil de l'Union européenne, ça ne passera pas. Hein.
moi, j'étais aussi curieux sur, du coup, je reprends la parole, mais sur la boussole stratégique. Je ne sais pas si vous pouvez un tout petit peu détailler ce qui a été écrit comme feuille de route, des mesures un peu concrètes pour aller vers une défense européenne. Je ne sais pas si vous pouvez un peu Alors, développer. j'en ai pas lu le détail, hein, il doit être assez épais, mais j'ai compris que c'était des choses assez concrètes. Il y a en particulier la création, et donc il doit y avoir aussi un calendrier, hein, des jalons à suivre, mais il y a la création d'une force d'intervention européenne. Donc on n'en est pas à une armée européenne, mais qui est véritablement un corps européen permanent qui soit créé. Donc ça, c'est sur l'aspect moyen d'action. Il y a un registre sur l'investissement dans l'industrie de l'armement, des investissements communs. Et puis, il y a un registre sur la résilience, donc avec un certain nombre de dispositions, probablement de moyens de se préparer, de ne pas être surpris, d'être capable de réagir. Et puis, il y a un chapitre partenariat. Et ce qui est à noter, c'est que c'est la première fois qu'on a un document d'orientation, un livre blanc, qui donne des orientations pour l'Europe de la défense à horizon de 10 ans et qui se dote de moyens de contrôle réguliers pour dire, voilà, par rapport à ces objectifs écrits et validés à l'unanimité en 2022, où est-ce qu'on en est? Donc c'est vrai que j'imagine qu'il y a 3-4 ans, c'était quelque chose inimaginable. Si personne ne réagit, moi j'aimerais bien revenir sur la question du Digital Service Act, parce que vous avez dit que il y avait une question une problématique au niveau de la censure. Est-ce que vous pouvez un peu développer ce niveau-là par rapport aux GAFAM et voilà le fait qu'ils puissent avoir un contrôle sur leur contenu en fait? Oui, bah le débat, on l'avait entendu lorsque Twitter a bloqué le compte de Trump en disant est-ce qu'il est légitime qu'une société privée ait le droit de bloquer le compte du président d'un État parce que, alors, certains diront parce que ça ne plaisait pas au patron de Twitter. Je ne sais pas ce que le nouveau patron de Twitter aurait fait. Je crois qu'il est pour une très grande liberté. Mais c'est vrai que moi j'ai pas de réponse à ça parce que d'un côté, la condamnation d'actes délictueux, c'est normalement aux autorités judiciaires d'en décider. Hein. Mais d'un autre côté, les choses vont tellement vite qu'il n'est pas question, effectivement, d'attendre la décision de la Cour de justice ou de je ne sais quel tribunal pour empêcher des phénomènes extrêmement dangereux de circulation de certaines informations qui sont effectivement des appels. L'appel de Trump à envahir le Capitole, c'est effectivement s'il faut attendre que les tribunaux américains le condamnent, ou est-ce qu'il est de la responsabilité des gens qui possèdent les tuyaux, parce que c'est eux seuls qui ont les moyens techniques d'intervenir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec ce Digital Service Act, en fait, ce que je comprends pas, c'est on leur donne la responsabilité, mais justement, est-ce que l'Union européenne va un peu suivre ce qui se passe? Est-ce qu'ils donnent quand même leurs règles à eux et qu'ensuite les plateformes doivent les appliquer en gros?
oui, l'Union européenne donne ses règles détaillées dans le règlement, et puis d'autre part, elle prévoit qu'un audit, alors je ne sais pas par qui ça fait, ou par quelqu'un mandaté par l'Union européenne, un audit des mécanismes internes à ces plateformes pour voir s'ils ont effectivement les moyens d'agir. Et puis ensuite, il y a le contrôle a posteriori qui est de dire, il y a tel événement qui s'est passé, vous auriez dû intervenir. Il y a tel attentat qui s'est produit, vous auriez dû intervenir avant. Et là, les amendes sont aussi assez considérables. Je crois que c'est de l'ordre de 6% du chiffre d'affaires si ces plateformes ne prennent pas les moyens. Okay. Le contrôle, par rapport à ce débat sur la censure, le contrôle, il peut être sur deux registres. Il peut être effectivement de condamner une plateforme parce qu'elle n'a pas réagi à tel ou tel événement criminel, ou à l'inverse, ça peut être d'intervenir en disant vous avez bloqué tel ou tel compte, c'est illégitime. En disant que finalement la loi, le pouvoir juridique, il intervient a posteriori parce que mécaniquement, c'est quand même les gestionnaires des tuyaux qui ont les moyens. D'accord. Et de se laver les mains en disant nous, on n'est pas concernés, on ne met que des tuyaux à disposition, c'est pas défendable non plus jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? Bon, sur la comparaison entre les priorités de 2016 et de 2022, j'ai été surpris, mais il faudrait se replacer en 2016, de ne voir aucune priorité liée à l'environnement, à la crise climatique, etc. en 2016, dans les priorités de la présidence néerlandaise. On sent que c'était des priorités qui étaient quand même axées sur allégeons, alors verrouillons les frontières d'une part, et allégeons les contraintes liées à l'Union européenne. Vu de France, j'ai l'impression que la position du gouvernement néerlandais a quand même un peu évolué par rapport à ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces priorités françaises sont soutenues par le gouvernement néerlandais? Oui, je sais pas. Moi j'ai vraiment l'impression qu'elles sont soutenues aujourd'hui. Il y a un gouvernement aujourd'hui qui est beaucoup plus pro-européen et pro-climat, pro une vraie politique climatique. Et je pense qu'en 2016, c'était exactement l'inverse. Pourtant, c'est le même chef d'État, hein, mais oui, c'est le même chef, mais la composition du gouvernement est différente. Et oui, il y a ça. Et puis peut-être lui aussi, bon, il évolue un petit peu sur ces questions, sous la pression politique. Hein. Il est un peu caméléon, un peu comme Macron. C'est super. Voilà, je pense qu'ils s'entendent très bien tous les deux, mais ils sont très très similaires. Et voilà. Et sur l'Europe, oui, il y a D66, le parti progressiste libéral qui est dans la coalition aujourd'hui, qui a une grosse place et qui est très très pro-européen. Donc voilà, ils freinent plus en tout cas, on va dire. Bien. Merci de cet échange. Merci à tout le monde. Merci à vous, Pierre-Luc Castinel. C'était vraiment très intéressant et éclairant. Et merci à tous les participants. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et à bientôt. Et donc, vous prévoyez de mettre l'enregistrement sur YouTube? Oui, c'est ça. L'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube dès que j'aurai fait le montage. Voilà. Dans les prochains jours. Merci. Eh bien, bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.